Comment allier enjeux de durabilité et performance commerciale en entreprise? Eh bien, aujourd'hui, pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Beau, qui est consultante en stratégie d'entreprise durable et fondatrice du cabinet Innova Dura. Salut Alexandra. Bonjour Sandy. Souvent, quand on te parle des enjeux de durabilité, on va dire de développement durable au entreprise, tu tout le monde qui comme ça là, qui se cache en disant: «Ah ouais, encore un truc relou qu'on va nous mettre dans les pattes, ça va être compliqué, ça va baisser la performance commerciale». Et bah, toi, en fait, tu es là pour nous dire, et tu le dis d'ailleurs très bien sur LinkedIn, c'est comme ça que je t'ai croisée, que bah, non, c'est pas 2 choses séparées, ça doit pas s'opposer et que de toute façon, aujourd'hui, ces enjeux de RSE et de durabilité, eh bien, en fait, ça peut améliorer et soutenir la performance commerciale des entreprises en B2B, et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer, Alexandra, s'il te plaît, par nous dresser un tableau? Parce que la RSE et tout ça, tout le monde connaît, mais comment ça s'inscrit? Quels sont les enjeux en termes au niveau des performances commerciales et de l'attractivité des entreprises en B2B aujourd'hui? Aujourd'hui, tu peux avoir une super offre, un bon positionnement au bon prix, mais seulement si ton client te demande certains éléments sur ton engagement, ta durabilité que tu peux pas lui fournir, bah, la relation commerciale, elle peut tout simplement s'arrêter là. C'est C'est une clair. réalité Et c'est de aujourd'hui. plus en plus demandé, hein. Aujourd'hui, tu es attendu en tant qu'entreprise sur ces critères-là aussi. Tu es Est-ce que tu attendu, as... on te demande un engagement, mais on te demande surtout qu'il soit formalisé. Parce que c'est bien de s'engager et de montrer, d'afficher quelque chose, mais si on n'a rien de concret à fournir, et c'est là que ça va se jouer en fait. Sur la formalisation, c'est-à-dire qu'il faut pas juste l'annoncer, dire la promesse, il faut vraiment que ce soit formalisé et peut-être contrôlable aussi. Il faut que ce soit faut pas que ce soit on parle beaucoup de greenwashing, hein, aujourd'hui. Si on, si on affiche certains chiffres ou certains termes qui aujourd'hui ne doivent pas être utilisés, si on est contrôlé derrière ou en tout cas et puis il y a beaucoup de consommateurs maintenant aujourd'hui qui, dénoncent sur les réseaux et cetera des pratiques, Ah oui. qui se veulent vertueuses et qui ne le sont pas. Donc en fait, voilà, c'est une très mauvaise idée de vouloir afficher quelque chose qui ne l'est pas en vrai. Il vaut mieux afficher, petit mais vrai plutôt que, un gros Oui, engagement et des gros gros et faux, chiffres quoi. et qui en fait ne sont pas vrais. Exactement. Et tu me disais que 54% des Français ont réduit certains de leurs achats pour des raisons environnementales et sociales. Alors déjà, finalement, ça donne une lueur d'espoir, mais Exactement, ça dit c'est un l'impact. chiffre qui est Alors très là, on parle des Français. Les entreprises, c'est pareil, hein. Il y en a qui peuvent faire des choix d'arrêter parce que les entreprises, leurs fournisseurs n'ont plus les bons critères pour eux, quoi. exactement, parce que les grandes entreprises, en fait, ou même les entreprises de moyenne taille, hein, qui s'engagent parce que le marché, est tel qu'il est, hein. Tu l'as dit, 54% des Français, ont aujourd'hui, boycotté certaines marques ou certains achats parce que ça répond pas à leurs critères, environnementaux, sociaux. C'est une étude qui est solide, hein, c'est l'Institut Kantar qui le fait, donc c'est pas un chiffre qui sort de nulle part. Donc aujourd'hui, il y a des vraies attentes. Avant, tout ce qui était, produits durables, on avait un peu l'image de, c'est fait, pour les écolos et puis ils font un peu l'impasse sur l'efficacité, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est plus ça. Il faut que le produit il soit à la fois efficace, mais aussi qu'il s'inscrive dans la durabilité, donc sur l'impact environnemental et aussi sur le volet social. Parce qu'on pense beaucoup à l'environnement, on pense moins au social. Pour le coup, c'est important d'avoir les deux. Est-ce qu'on sait qui fait ces réglementations? C'est comment ça se passe? Il y a des réglementations, il y a des normes au niveau européen, au niveau national, au niveau sectoriel. Il n'y en a jamais eu autant qu'en 2025. Donc c'est très normé, c'est très réglementé. Certaines petites entreprises se sentent pas du tout concernées parce qu'elles-mêmes, elles le sont pas, mais il faut pas croire, en fait, la réglementation n'a jamais été aussi intense sur la matière qu'aujourd'hui. Et bah, toi, tu es là pour nous dire que, ces réglementations et le fait d'intégrer, les enjeux de RSE, eh bien, ça peut améliorer ta performance commerciale. Est-ce que tu peux me dire comment ça se manifeste? Comment, c'est-à-dire qu'au niveau, de quelle manière je peux améliorer ça? Alors, tout simplement déjà en répondant aux attentes, et aux demandes, de nos clients actuels. Un jour, vous pouvez être appelé ou recevoir un mail de votre client, ça peut être un très gros client qui vous dit, «J'ai besoin que tu m'envoies, ton rapport RSE ou ton dernier bilan carbone parce que, moi je suis en phase de labellisation ou je dois faire mon reporting, que la loi exige. Donc j'ai besoin que tu m'envoies ça parce que je dois le faire sur toute ma chaîne de valeur et tu fais partie de cette chaîne de valeur». Donc si vous n'avez pas, cet élément-là, au-delà
de gagner un client, c'est que déjà vous allez en perdre un parce que soit vous avez de la chance, il va vous laisser un peu de temps pour vous mettre en conformité et vous envoyer quelque chose. Soit moi, c'est arrivé sur une entreprise qui m'avait contactée. Donc c'était une blanchisserie qui travaillait pour un gros groupe hôtelier qui est en phase de labellisation RSE. Malheureusement, ce gros client, elle l'a perdu en fait parce que elle n'avait pas quelque chose à fournir tout de suite et le client ne voulait pas et ne pouvait pas attendre parce que derrière il y avait un risque réputationnel pour lui. C'est-à-dire que Et lui, oui. dans sa labellisation, il se dit ben moi je dois montrer patte verte entre guillemets sur toute ma chaîne de valeur et tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas capables de le faire, et ben je peux plus travailler avec eux. Alors, ça veut pas dire que la blanchisserie n'était pas engagée ou n'avait pas des engagements, c'est juste que ben elle avait rien à fournir en fait. Oui, elle avait pas de preuve qu'elle le faisait. Elle avait rien formalisé. Et Exactement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on pense performance commerciale, on pense comment je vais aller gagner des clients. Mais en réalité, déjà, la première chose, c'est d'éviter d'en perdre. exactement. Et en plus, j'imagine que quand tu perds un client dans ces cas-là, si c'est un gros porteur, bah, ça peut vraiment être très préjudiciable en termes de chiffre d'affaires et en termes de projection de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est des choses qui sont très longues? Est-ce que c'est un truc qui va durer des années pour commencer à être à peu près solide? Ou on peut y Non, alors arriver quand on rentre dans Oui, la démarche, on va s'inscrire dans la durée et puis les objectifs vont évoluer au fil du temps. Mais pour avoir quelque chose de concret et déjà un premier état des lieux, en quelques semaines, on peut avoir déjà un rapport de durabilité. C'est ce qu'on demande, hein. Vos clients vont pas vous demander d'avoir un rapport et de montrer que vous êtes parfait. Ils vont juste vous demander quelque chose qui montre que vous êtes saisi du sujet. Et donc, si vous avez fait un premier état des lieux, ça va suffire pour la première année à répondre à ces exigences-là. Et ça, en quelques semaines, on peut avoir quelque chose qui tient la route. en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est moins le fait d'être parfait qui compte tout de suite que de démontrer que c'est un sujet dont on se préoccupe et sur lequel on travaille. Exactement, mais c'est complètement ça en fait. Aucune entreprise n'est parfaite et toutes les entreprises, même les plus engagées, ont encore des efforts à faire puisque quand on en fait, ben, on se dit qu'on peut toujours aller plus loin. Donc en fait, c'est vraiment pas la perfection et de montrer qu'on est parfait au niveau environnemental, parfait au niveau social. C'est vraiment de dire je connais ce sujet, je m'en suis saisie, voilà la preuve que je m'en préoccupe. D'accord. L'attendu aujourd'hui, il est là. Et ça, ces demandes concernant l'engagement RSE, ça, c'est systématique aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt les grands comptes qui demandent ou de toute façon tout le monde est en train de s'y mettre? Tout le monde est en train de s'y mettre. Alors c'est vrai, les grands comptes, c'est d'autant plus vrai parce qu'ils ont une contrainte réglementaire qui fait qu'elles sont obligées légalement de fournir des éléments sur toute leur chaîne de valeur. Donc elles font redescendre forcément sur leurs fournisseurs. Mais les moyennes entreprises, par l'effet du marché qui est de plus en plus demandeur, bah, elles-mêmes se mettent en ordre de marche, même si elles sont pas contraintes réglementairement parlant, bah, elles sont contraintes par le marché. Elles vont rentrer dans des labellisations, des certifications environnementales, etc., qui nécessite aussi d'avoir toute la chaîne de valeur comme ça. Et puis sur les appels d'offres publics, par exemple, la France a un objectif de 100% de marché public avec une considération environnementale d'ici fin 2025. Alors, Que vous ayez commencé ou pas, peu importe à quel moment vous êtes sur le chemin vers l'intégration de la durabilité et des enjeux de RSE dans votre stratégie d'entreprise, eh bien, Alexandra, toi, tu nous proposes une méthode simple en 3 étapes. Est-ce que tu pourrais nous décrire ces 3 étapes? première étape, bah, classiquement, hein, on va commencer par faire un état des lieux. C'est important de savoir où on se situe. Et en fait, souvent, ce que je remarque, c'est que les dirigeants pensent qu'il va falloir tout construire, tout bâtir, tout mettre en place, alors qu'en fait, il n'y a aucune entreprise qui part de zéro. Il n'y a aucune entreprise qui ne fait pas déjà des choses qui rentrent dans le champ de la durabilité ou de la RSE. Et donc, du coup, il va falloir faire l'état des lieux de bah, voilà, comment l'entreprise aujourd'hui le gère, comment ça se passe. Pour donner quelques exemples parlants, sur le volet social, ça peut être adapter un poste à une situation de handicap. Au niveau gouvernance, ça va être réviser ses conditions commerciales régulièrement. Au niveau environnemental, ça va être optimiser ses tournées de visite ou de livraison. Donc, c'est des choses qui peuvent paraître du bon sens, mais en fait, tout ça, ça rentre dans le cadre de la durabilité ou d'un rapport RSE. Et en fait, il n'y a pas une entreprise qui ne fait aujourd'hui zéro action qui rentre 0 dans le action. champ de la En fait, RSE. peut-être elles le font déjà, pas forcément par fibre RSE, mais parce que par fibre du bon sens, parce qu'elles tu vois, par exemple, je sais pas moi, travailler avec des partenaires locaux, peut-être que ça fait sens pour elles, pour d'autres valeurs Exactement. que l'environnement, mais ça compte dans cet état des lieux. Et tu dirais que donc cet état des lieux, s'intéresser à
toutes les activités de l'entreprise, vraiment. Exactement. Moi, je recommande vraiment de sortir du diagnostic, classique. Est-ce que je coche la case? Est-ce que je coche pas la case? Et cetera. Et c'est vraiment d'analyser la durabilité dans toute la stratégie, de l'entreprise, dans tous les services de l'entreprise. On va regarder et il va falloir relier vraiment tout ce qui est, durabilité et performance de l'entreprise, notamment la performance financière, tout ce qui est rentabilité, performance commerciale aussi et de croiser tout ça. Donc, c'est important de pas rester juste, voilà, est-ce que je fais attention à mes économies d'énergie? Est-ce que je fais attention à ci? Est-ce que je fais attention à mes déchets? Non, c'est vraiment de relier. Du coup, derrière, pour mon entreprise, qu'est-ce que ça implique de manière chiffrée pour identifier, ben, vraiment les risques que l'entreprise a, à court et à long terme. En fait, ce que tu dis, c'est qu'on va identifier là où on est déjà bon. Ça va aussi permettre de voir là où, bah, peut-être il y a des gros trous dans la raquette. Au niveau organisationnel, quand je fais cet état des lieux, je le fais tout seul, je mets à contribution mes équipes, je fais appel à quelqu'un d'extérieur. Qu'est-ce que tu recommandes de faire? On peut le faire, seul, hein, il y en a qui le font, il y en a qui internalisent aussi, ils vont recruter en interne quelqu'un pour mettre traiter ces sujets. Moi, ce que je conseille pour démarrer, pour enclencher vraiment quelque chose sur des bases solides, c'est de faire appel à un expert, en externe qui va avoir aussi cet œil extérieur justement et apporter un peu de hauteur par rapport à, bah, oui, est-ce que moi je fais ci? Est-ce que moi je fais ça? C'est quand même un sujet qui reste un peu technique sur certains volets. Bah Donc oui, c'est bien de se faire clairement. accompagner sur certains sujets parce que, il y a beaucoup de ressources, hein, disponibles, en ligne, et cetera. Mais c'est bien d'avoir ce regard, d'expert qui va venir, ben, vérifier un petit peu est-ce qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque? Est-ce qu'on a bien compris certaines choses? Donc moi, je recommande au moins pour le début de faire appel à un prestataire extérieur qui va apporter ça et puis après, pourquoi pas l'internaliser et déployer, en interne, par la suite. Honnêtement, je pense que c'est un très bon conseil. Tu vois, nous, on n'est pas une grosse entreprise et pourtant on s'était fait accompagner. C'était Laurie qui était en charge de ça chez nous et qui est toujours en charge de ça chez nous d'ailleurs. Et on avait été accompagnés alors qu'on faisait déjà beaucoup d'actions, mais il y a des choses qui sont techniques, il y a des choses que tu connais pas, il y a des choses, voilà, il y a plein de choses que tu ignores. Le problème aussi pour moi, quand t'as pas quelqu'un de l'extérieur, c'est que c'est un sujet sur lequel tu peux facilement bah dire je le ferai demain parce que tu le vois pas comme une urgence du quotidien et du coup tu vas le décaler, Mmh. décaler, décaler et le jour où ça devient urgent, bah, tu l'auras pas fait et tu vas perdre ton marché ou pas le gagner en tout cas. Parce Ouais. que des fois, c'est probablement au moins au début gagner sur le sujet. Ok, donc premier sujet, il y a aussi vraiment tous les aspects de l'entreprise qui sont mes fournisseurs, comment je les recrute, comment je les sélectionne, le volet RH, le volet j'imagine production et même d'ailleurs on l'a pas dit mais le volet marketing. Hein. Et si vous voulez des pistes sur le volet marketing, on a plusieurs épisodes sur le marketing durable, comment je fais du marketing durable, pour valoriser, si vous le faites, pour valoriser vos actions et puis voir peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas mises en place. Je mettrai d'ailleurs les ressources dans l'épisode, ça pourra aider. Il y a aussi tout ce qui est au niveau territorial, au niveau des bureaux, de l'énergie. Donc, c'est très, très vaste et c'est pour ça que je trouve ça tellement vaste qu'il vaut mieux peut-être avoir quelqu'un qui tienne un peu la main au départ. Mais Exactement. peut-être pour vous, chez vous, si vous avez écouté cet épisode et que vous voulez déjà faire votre petit état des lieux, vous pouvez commencer à le faire et ça pourra vous éclairer. Une fois que j'ai fait cet état des lieux, j'imagine qu'il y a peut-être des priorités à affecter. Comment je gère ça? Oui, donc une fois qu'on a fait l'état des lieux, ben, on va mettre en place un plan d'action. On va aller regarder les actions qui vont nous permettre d'éviter les plus gros risques, et de générer les plus gros impacts positifs. Et pour ça, donc on voit bien l'intérêt d'avoir déjà dans l'état des lieux, bah, finalement d'avoir mis des chiffres en face de ces risques, de ces vulnérabilités et cetera. Bah, ça va permettre d'aider à prioriser derrière. Parce que je rapporte toujours, bah, à l'aspect financier, hein, finalement, parce que ça reste le nerf de la guerre dans l'entreprise. Bah, Bien sûr. finalement, on va commencer par les actions qui vont avoir les meilleurs impacts financiers pour l'entreprise. Donc voilà. Et puis là, il s'agit de faire un document, mais simple, hein, et synthétique. On n'attend pas un rapport de 50 pages indigeste auquel on comprend rien, avec quelques actions qu'on pense réalistes à réaliser à court et moyen terme. Mais ça, pareil, il ne s'agit pas de faire 12, 15 actions. On va faire ça, on va mettre en place ci. Non, il vaut mieux 3 actions qu'on s'engage à suivre et qui vont être suivies. Et c'est ça que vos clients derrière attendent. Hein. On commence par petit, mais bien et structuré. Est-ce que tu as un exemple à nous fournir pour
une action qui a pu être prioritaire chez tes clients, parce Mmh. qu'ils envisageaient un impact, direct de cette action? Le plus courant, on voit qu'il y a des économies à faire, sur la partie, énergétique ou la partie eau, avec des choses très simples à mettre en place. Ça peut paraître, vraiment, le b.a.-ba, mais former aux éco-gestes et changer quelques équipements pour vraiment réduire la facture, surtout l'énergie, voilà, ces dernières années a une tendance quand même à Qui a bien explosé quand flamber. même, hein? Et donc ça a un impact. L'énergie, il y a le volet, donc financier, mais il y a le volet du coup impact carbone généré derrière. En fait, finalement, on va commencer par réduire la facture énergétique ou réduire sa facture d'eau. Si on la réduit de 25-30 c'est déjà énorme. Et donc en fait, on se dit: «Bah, Ah en oui. fait, on va rentrer là-dedans» parce que, d'une, ça va avoir un impact financier, très rapide. Pour le coup, on le voit, tout de suite, hein, les effets sont immédiats. Toutes les entreprises qui, sont passées par cette étape, que j'ai accompagnée m'ont dit, quelques mois plus tard en disant: «Honnêtement, je pensais que ce serait, un peu une mesurette qui allait pas servir à grand chose» et en fait, à l'échelle de l'entreprise, quand on a 50, 100, 150 salariés, en fait, c'est énorme et la facture, quand on la réduit, ne serait-ce que de 15 ou de 20 c'est déjà, ça a déjà un impact qui est énorme et donc le service financier, Ça ne peut que aimer. oui, il y a des choses qui sont compliquées, mais on peut, comme tu nous dis, on peut commencer par des choses qui seraient simples. Donc la 1re étape, tu l'as dit, de faire le bilan, le diagnostic. Le 2e étape, c'est de faire un plan d'action qui est réaliste avec des priorités. On va se tourner vers ce qui a le plus d'impact financier, à moyen terme. Là, on a parlé de ça, mais du coup, pour aller chercher des marchés, est-ce qu'il y a des actions qui sont souvent, on va dire, plus demandées, plus courantes, et qui, comme on l'a dit plus tôt, sont des barrières à l'entrée si on n'a pas fait ce travail-là? Non, parce que c'est vraiment, propre à chaque entreprise, à chaque secteur et finalement, il y a pas une demande précise sur tel alors évidemment, on va vous demander de ne pas faire travailler des enfants, de 5 ans dans l'usine, de production. Enfin, ça paraît, Ah évident. mince! Enfin, il y a des choses, voilà, Mais ça, c'est la loi. c'est la loi. Ouais, mais le devoir de vigilance, qui est une des réglementations, est en train de reculer là-dessus et donc en fait, c'est peut-être pas vous, mais peut-être que vous faites appel à un fournisseur qui fait appel, à des enfants et cetera. Donc après, c'est aussi nous-mêmes, à nous de remonter toute la chaîne de valeur. Donc voilà, il y a pas des choses, alors après ça dépend des secteurs, hein. Il y a des secteurs, quand je me disais, qui sont très normés et donc sur lesquels on va avoir des exigences. Par exemple, si on travaille sur la filière bois, bah voilà, il y a des normes très spécifiques sur, la gestion, comment est géré le bois et cetera. Donc il va y avoir des demandes spécifiques liées au secteur. Mais sinon il y a pas, je dirais qu'il y a pas une action en particulier qui est demandée. Ce qu'on demande vraiment, encore une fois, c'est Mais est-ce qu'une fois qu'on a fait ce travail, après on est comparé aux autres? C'est-à-dire que ça devient un critère, elle s'y est mise ou pas? Le critère, ça va aussi être performance là réellement. Alors après, il va y avoir aussi des effets un peu de comparaison. Certaines vont aller plus loin, vont aller chercher, de la certification, de la labellisation et cetera pour, asseoir un peu, leur autorité sur le sujet. Là, ça va vraiment, être fonction des exigences et des normes auxquelles sont soumises, vos clients eux-mêmes, en fait. Forcément, à un moment donné, on va comparer. Alors pour l'instant, on demande seulement de s'emparer du sujet. Par la suite, bah, quand tout le monde se sera emparé du sujet, bah, forcément, ce qu'on va regarder, c'est, bah, OK, laquelle c'est finalement, le plus, investi dans le sujet et a fait le plus d'actions. Enfin, Donc par, quand même, l'idée, c'est de se dire, il faut commencer à s'y mettre, mais de le faire sérieusement. Moi, j'ai quand même tendance à penser que, ce sera toujours ça de gagner sur les autres. C'est pas mon esprit de compétition qui parle, je me rends quand même compte dans certains secteurs d'activité de nos clients, ça devient un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est pas juste de le faire, c'est de le faire, bien, et il y en a beaucoup qui se tournent quand même vers la certification. Pas du tout dans les secteurs d'activité, mais on voit que dans certains secteurs, il y a quand même une attente de la part des acheteurs de sélectionner des partenaires et des prestataires qui se mettent vraiment au niveau, parce que tout simplement parce que eux, ça leur fait la vie plus facile, hein. C'est exactement, pas du tout c'est parce ça. qu'ils sont sentent hyper concernés par la question. Peut-être certains oui, mais d'autres beaucoup moins. Mais c'est juste de se dire, si je prends un partenaire qui est labellisé, finalement,
la confiance est là, c'est pas moi qui gère le truc, c'est lui qui a fait le job et je me décharge. Donc il y a un transfert de responsabilité. Complètement. Les achats durables ont une part importante, au niveau des grandes entreprises, des grands groupes. Ils ont mis en place des chartes et cetera et tu le disais, hein, c'est que, bah, la simplification du travail de l'acheteur, bah, voilà, lui, c'est labellisé, il y a une certification derrière, il y a une reconnaissance, officielle, il sait qu'il va pas se tromper et qu'il va pas donc en termes de comparaison, c'est facilité. Mais bon, pour autant, c'est pas encore forcément exigé. Il faut pas s'imaginer qu'il faut absolument se lancer dans une certification lourde tout de suite, etc. C'est sûr. On y vient généralement, naturellement, parce que par la force des choses, avec le temps, ça facilite les choses aussi. Quand on a un label à afficher, pour les collaborateurs, c'est valorisant. Pour attirer des talents, c'est valorisant. Donc, ça peut être aussi des Je te fois confirme. une reconnaissance du travail qui est fait, quoi. Clairement, l'engagement des sociétés, en termes de performance globale, ça a aussi un impact durable sur l'attractivité des talents. Est-ce que je vais être capable d'accueillir mon talent? À l'inverse, si t'es pas bon, ou si tu as un peu des casseroles, clairement, Ça, bah, ils viendront pas c'est chez toi. Ils viendront pas chez toi. Et surtout les nouveaux, alors pas les nouveaux, les plus jeunes, pas les nouveaux, les plus jeunes talents aujourd'hui sont encore plus regardants sur ce que fait l'engagement de leur entreprise, et pas forcément que ceux-là, hein, d'autres générations aussi. Donc ça devient aussi un enjeu à ce niveau-là. Étape 3, j'imagine qu'on va devoir passer un peu à l'action et exécuter il faut exécuter, il et faut passer à suivre. l'action, il faut dérouler le plan. Et voilà. L'enjeu, ça va être de suivre le plan et puis de l'ajuster parce qu'il va pas rester figé, hein. Le monde évolue, l'entreprise évolue. Et donc, il va falloir On avoir peut des faire des erreurs. indicateurs. On va faire des erreurs, il y a des choses qui vont pas fonctionner, mais ça, c'est dans toute gestion de Ouais, mais projet, peu importe le ça arrive. projet, hein. Voilà, mais du coup, d'où l'intérêt de le suivre avec des indicateurs très précis. Et là encore, des fois, on me dit: «Ouais, mais Alexandra, tu nous as donné que 5 indicateurs à suivre, je trouve que c'est un peu léger quand même». Bah oui, mais en fait, si je t'en donne 50, tu vas pas les suivre. Tu vas pas les C'est mettre à jour sûr. régulièrement. Donc moi, je préfère t'en donner 5 que tu vas suivre de manière régulière, au mois, au trimestre, au semestre, et puis quelques indicateurs peut-être, par département, pour que chacun puisse suivre un peu sa feuille de route. Mais voilà, pas 50 indicateurs, vaut mieux pas beaucoup, mais qu'on va suivre plutôt que énormément. Et puis moi, j'aime bien croiser les indicateurs financiers et extra-financiers. Ça va donner plus de sens. Par exemple, si je prends l'exemple d'un service marketing, calculer les émissions de CO2 du service marketing, bon bah c'est bien, mais finalement concrètement, bah, est-ce qu'on évolue dans le bon sens, pas dans le bon sens? On a fait plus de campagnes cette année, donc c'est normal qu'on ait plus d'émissions, etc. Donc moi, je vais recommander plutôt que de croiser, par exemple, les émissions de CO2 par lead généré, donc de faire un peu ces ratios-là et ces croisements-là, ce qui va permettre d'avoir une comparabilité aussi dans le temps, en fonction, indépendamment des évolutions de l'activité. Et puis ça donne plus de sens, plus de corps aux indicateurs qu'on suit dans le temps. Je serais bien embêtée, moi, quand même, hein, de devoir calculer, j'avoue, hein, très humblement, le taux d'émission de CO2 par lead généré. Alors déjà, il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce que c'est un lead, parce que tout le monde dit différemment. Il faudrait savoir comment il a été généré par quel canal. Et quand tu sais aujourd'hui, alors, comme c'est difficile de ce qu'on appelle l'attribution en marketing, c'est-à-dire qu'est-ce qui a vraiment généré le lead à la base, c'est hyper prise de tête. Mais bon, ce qu'on peut déjà raisonnablement savoir, c'est le taux d'émission par campagne. Ça, par contre, on peut le savoir parce que si tu Oui, fais ou des par campagnes de campagne si c'est mails, tu plus sais combien tu as simple. envoyé des mails, tu sais combien tu en as envoyé, tu as à peu près une idée alors, je crois qu'il y a des chiffres officiels de combien émet un email en CO2, ou 1000 emails en général, ils les prennent ensemble, Ouais, et le là poids de ton encore, en email. fait, il va falloir, et là, c'est à vous de challenger aussi vos propres fournisseurs et de vous fournir les éléments pour ça. C'est que là, on voit bien que le ruissellement, il fonctionne parce que vous allez devoir faire vos calculs et donc vous allez demander à vos fournisseurs, bah, OK, quand je fais une campagne, toi, ton hébergement, l'hébergement de tes data centers, etc., j'ai besoin d'avoir un reporting là-dessus. Et là, on voit bien ce ruissellement qui arrive en fait auprès de toutes les entreprises et donc les services fournisseurs, vos propres fournisseurs, vous allez les challenger en fait. Eh ben écoute, c'est rigolo que t'en parles parce que l'autre jour, j'avais une discussion avec un client pour qui on doit faire une grosse refonte de site internet. Après avoir travaillé toute la stratégie, bah maintenant, il faut passer à l'exécution, hein. C'est un peu comme toi. Et en fait,
avec tel hébergeur de site internet. Je dis, ben nous, on travaille avec celui-là et alors, je peux pas t'obliger à l'adopter, hein, évidemment, mais par contre, nous, on le recommande. Il fait, mais pourquoi? Je dis, pas parce que lui, on sait que il a une certification comme quoi alors, j'ai pas, c'est infomaniaque, je vais le dire, hein, c'est pas grave. Tu sais, il produit une grande partie de son électricité qui alimente ses data centers avec de l'énergie issue des énergies renouvelables. Donc, c'est pour cela que nous, on travaille avec celui-ci. Mais évidemment, je ne peux pas obliger le client à l'adopter, mais il s'est rejoint à notre choix. Alors, il y en a Bah, là, on d'autres, voit hein, là j'ai cité bien, Infomaniac, il y en a peut-être d'autres, hein, mais il a parfaitement entendu l'argument. De toute façon, il est au courant que chez My Marketing Experience, on est engagé et on n'est pas parfait. On n'est pas parfaite, mais on est quand même engagé sur cette voie. Et finalement, quand on prend le temps d'expliquer aussi, parce que des fois, si on prend pas le temps d'expliquer, les gens, ils vont juste aller au choix le plus simple et ils connaissent pas forcément des alternatives. non, les Ça, gens connaissent c'est pas, et des fois, il faut juste parler et communiquer. Et là, tu vois, on a un très bel exemple de performance commerciale de ton fournisseur, finalement. Toi, tu l'as choisi un peu pour ces critères-là et tu le un peu recommandes beaucoup. derrière. Et donc, pour lui, c'est devenu clairement un argument de vente. Et donc là, on est Oui. vraiment dans l'exemple parfait commercialement parlant, avoir montré, enfin, s'engager et montrer cet engagement a été plus que bénéfique pour lui. Là, tu nous as parlé de KPIs, de plans d'action. Moi, j'adore. En plus, j'adore cette méthodologie qui est hyper claire. Seulement, on va peut-être se frotter à la réalité du terrain, c'est-à-dire que c'est géré le plus souvent par des humains. On sait très bien que la conduite d'un projet, son succès repose bien sûr sur une bonne stratégie et tout ça, mais que c'est souvent un problème au niveau des humains. Est-ce que tu aurais des conseils sur comment assurer le succès de ces projets-là qui peuvent prendre du temps et avant qu'on commence à voir quelque chose, il faut être réaliste. Est-ce que tu as des conseils pour que ça soit réussi? On est clairement, tu l'as dit, hein, dans une conduite de changement. Le Et changement, oui, ça fait peur. C'est difficile de faire bouger les équipes, d'impliquer les équipes. Pour que ça fonctionne, ces équipes, il faut les impliquer dès le début. Très souvent, les stratégies RSE, durabilité, elles restent au niveau de la direction, avec peut-être un responsable RSE, et finalement, les collaborateurs sont pas au courant de ce qui se passe. On leur impose des choses. Voilà, demain, on va passer le chauffage à 19 degrés, par exemple, mais on n'explique pas pourquoi on passe à 19. C'est beaucoup mieux accepté et les gens vont être beaucoup plus enclins à faire des efforts et à s'impliquer dans le projet si dès le début, on les implique, on leur explique le pourquoi, on leur explique le comment, on leur explique les impacts de chacun et surtout on leur demande leur avis parce qu'en fait, il n'y a pas mieux placé que quelqu'un qui connaît son métier pour identifier les pistes pour améliorer ce métier en fait. Et donc si on l'implique dès le début et si on l'écoute, si on écoute ses suggestions, son avis, derrière, il sera beaucoup plus réceptif et il va avoir envie de mettre en place les propres suggestions qu'il a émises. Et ça fait vraiment toute la différence. une fois que j'ai engagé ce travail, que j'ai commencé à le formaliser, comment je le mets en avant sans tomber dans le greenwashing? Parce que quand tu fais bien et que tu es sincère, tu as quand même envie de le dire, quoi. Sinon, ça sert un peu à rien. Est-ce que je dois le réserver uniquement quand je réponds à des appels d'offres et des consultations? Ou bien je crée une page sur mon site internet pour communiquer sur nos engagements, même si ce sont pas des engagements démentiels. On n'a pas à reboiser toute la forêt amazonienne. Mais peut-être que même les petits pas valent le coup d'être mis en valeur, ne serait-ce que pour remercier ceux qui y contribuent. Eh beh, complètement. Moi, je suis vraiment pour valoriser ces démarches. Déjà parce que c'est aussi valorisant pour l'entreprise, pour les collaborateurs qui suivent derrière, et c'est une reconnaissance du travail qui a été fait. Et puis commercialement parlant, ça va aussi attirer le regard. Si vous avez une page dédiée sur vos engagements de durabilité, quand votre prospect il va aller sur votre site, il va voir que ah ok, c'est bon, cette cage-là, elle est cochée. Je vois il y a des choses. Donc c'est important à la fois pour la reconnaissance et commercialement parlant de le mettre en avant. Effectivement, faut pas tomber dans le greenwashing. Donc, pour pas tomber dans le greenwashing, il y a quelque chose de très simple, hein. C'est aller vraiment sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, reconnaître aussi ce qu'aujourd'hui on ne fait pas encore. Donc, et ne pas mettre en avant des choses qu'on ne fait pas. À partir du moment où la démarche elle est sincère, où on ne met pas des choses qui sont fausses, on n'avance pas des chiffres qui sont faux, on peut pas tomber dans le greenwashing. On pourra pas venir Ouais, ça m'empêche nous pas embêter là-dessus. d'interpréter des pages engagement. Ils te disent oui, notre entreprise est très investie dans le développement durable, l'égalité des chances. Mais au final, il n'y a aucun exemple. Ne te parlent d'aucune action menée. Donc, c'est très bien, mais
Ça peut rester juste des déclarations d'intention. Enfin, moi aussi, je suis capable de te dire, voilà, que j'ai reboisé la forêt amazonienne. Peut-être qu'on me croira pas, c'est un peu too much, mais je peux te dire ce que je veux, te dire que je suis hyper engagée, mais est-ce que c'est pas mieux de donner quand même des exemples de ce qui est mené? Oui, Même si c'est tout bah, petit? complètement. Bah, dites ce que vous faites clairement, voilà, on a fait, ça et puis on met en place ça et cetera, plutôt que de repartir dans des communications, Ah, très parce que corporate, des très, fois, c'est des envolées lyriques, mais au final, tu ne sais pas. Question Alexandra, parce qu'il y a la page site internet, nos engagements qui peut être assez facilement faite. Est-ce que on peut envisager, par exemple, dans les documents de présentation d'entreprise ou dans les documents plus commerciaux, hein, je parle de support de présentation commerciale, d'intégrer une slide, une partie pour dire nos engagements, même si c'est pas forcément des critères, même s'il n'a pas été exprimé par le client, que la consultation se joue sur des aspects RSE. Est-ce que tu recommanderais de le faire quand même? Oui, moi je recommande de l'intégrer parce que encore une fois, parfois c'est pas forcément encore perçu comme, un critère commercial, exprimé en tant que tel, mais pour autant ça va faire partie du processus de décision à un moment donné auprès des décideurs dans l'entreprise. Et donc en fait, si on le met d'emblée, déjà on montre que, bah, on est proactif par rapport au sujet, on peut se démarquer de ses concurrents qui eux n'ont rien. On peut aussi, si en face l'entreprise était pas forcément en attente de ces éléments-là, ça va peut-être dire: «Ah bah oui, en fait, cette entreprise-là le fait. Ah mais les autres le font pas», donc ça peut donner aussi un C'est argument. Ça peut te différencier complètement. Donc moi, je recommande vraiment de l'intégrer. Alors encore une fois, hein, voilà, juste une slide ou une page, en 2-3 mots, très pragmatiques, très concrets. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nos engagements. Aujourd'hui, c'est de plus en plus attendu, donc si c'était pas attendu, ça va vous permettre de différencier, et si c'était attendu, bah, ça va désamorcer la question et montrer qu'en fait, bah, pour vous, c'est intégré et que c'est même pas un sujet, en fait. Merci, d'y avoir répondu, aussi clairement parce que, si c'est pas à partir du moment où tu as fait l'effort et que tu le fais réellement, ça te permet bien sûr d'améliorer ta performance commerciale, donc c'est un critère de sélection, sur des marchés, mais ça permet aussi de te différencier et puisque le job il est fait, autant le valoriser. Exactement. C'est ça. On peut être une entreprise commerciale. Alexandra, si, je veux en savoir plus sur toi, où est-ce que je peux te trouver? Bah, vous pouvez me trouver, comme beaucoup sur LinkedIn, donc ma page Alexandra Beau. Vous pouvez me trouver et ce sera peut-être en lien, en commentaire. Ton lien, LinkedIn, en description. Un grand merci, Alexandra, d'être venue sur My Marketing Podcast. À tout le monde aimé cet épisode, n'hésitez pas à le soutenir. Vous pouvez également poser des questions en commentaire. Et moi, j'ai une question d'ailleurs pour vous. Est-ce que vous avez commencé à mettre en place une vraie politique et stratégie RSE dans votre entreprise et est-ce que vous la valorisez? Bah, dites-nous tout. On sera là pour répondre et commenter.